Bienvenue dans Coin de Vérité, votre émission de prédilection 100% politique. Merci de nous choisir pour vous informer. Les acteurs politiques au Togo ont tenu le 13 décembre 2023 la 12e rencontre du cadre permanent de concertation CPC. Les discussions sur le découpage électoral trouvent finalement une base sérieuse de réflexion. Que retenir de cette rencontre décisive, élections législatives et régionales, vers un consensus des acteurs politiques pour une élection apaisée? Mesdames et messieurs, voici le thème en débat. Compte de vérité, c'est tout de suite et maintenant avec nos invités. Il s'agit de M. Adrien Beliki, il est le président de CPP. Bonsoir, président. Bonsoir, c'est Adrien Beliki Akweti. Et mon nom même c'est Akweti. Beliki, c'est un prénom. Donc, tout le monde croit que Beliki, c'est le nom. Non, le nom, c'est Akweti. Adrien Beliki Akweti. Merci d'être passé. Oui. Voilà, je suis président actuel de la Convergence patriotique panafricaine, la CPP. C'est à ce titre-là que je suis ici, mais au nom de notre regroupement Alliance Ensemble. Ah oui, j'ai oublié que vous avez un regroupement. Nous avons un regroupement avec le MCD de Maître Tchassona. Ouais. Ce regroupement a été mis en place le 9 août dernier suite à des concertations que nous avons eues, les deux partis, pour pouvoir mettre ce regroupement en place. Voilà. Alors, en face de vous, nous avons Dr Richard Tindjo. Il est le premier vice-président du Parti démocrate socialiste africain, DSA. Il est également le rapporteur général du Grand Mouvement citoyen. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Ricardo, et bonsoir à tous les citoyens togolais qui nous suivent à travers votre média. Comment se porte le DSA? Le DSA se porte très bien à l'image de la plupart des partis politiques du Togo, avec toutes les difficultés de mobilisation sur le terrain face aux contraintes auxquelles le régime nous fait subir. Donc, dans l'ensemble, on ne peut que dire ça va. Alors, vous avez deux grands mouvements. Il y a le mouvement Alliance, il y a le grand mouvement citoyen. Vous êtes un rapporteur général. Mais depuis votre lancement, on a l'impression que le GMC a disparu. Non, le GMC n'a pas disparu. À l'entame même, nous l'avons dit, c'est un grand mouvement citoyen dont le dénominateur commun, c'est la recherche du bien-être du citoyen. Et dans tous les domaines, que ce soit le domaine politique, social, économique, culturel, le GMC y travaille. Notre approche, ce n'est pas un regroupement pour une alliance électorale. C'est un mouvement qui travaille sur les questions du bien-être du citoyen. Et donc, c'est tout à fait normal que nous prenions tout notre temps, que nous puissions faire des couloirs, nous puissions discuter avec des gens pour voir dans quelle mesure nous pourrons amener le citoyen à non seulement être conscient des enjeux du pays, le gouverneur à être aussi conscient des défis auxquels les citoyens sont confrontés et qui devraient les relever aussi rapidement possible. Alors, Président, Alliance Ensemble, GMC, DMP, DMK, finalement, on a trop de regroupements dans l'opposition. Non, on n'a pas trop de regroupements, comme vous le dites, et comme semble dire le peuple togolais, parce que le peuple appelle toujours à un regroupement unique. Mais vous connaissez bien l'histoire politique de ce pays depuis les années 90, et ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui également. Pourquoi notre alliance? Nous avons réfléchi en disant que bon, si nous voulons faire une alliance électorale, on n'a pas besoin de beaucoup de partis. On discute et on sort un document qui est dans le document cadre de cette alliance, dans lequel, si des partis se retrouvent, peuvent participer à notre accord. Nous devons aller au-delà des élections, parler du développement de notre pays. Raison pour laquelle, si vous vous souvenez très bien, le jour du lancement de l'Alliance Ensemble, nous avons insisté sur les grands défis de l'heure. D'abord, la sécurité,
la santé, l'éducation, le culturel et également le mieux vivre pour tout le monde. Voilà pourquoi notre alliance se pose comme défi à relever si jamais le peuple togolais nous fait confiance et nous donne le mandat de poser des actes dans ce domaine-là. Alors, vous êtes également membre, sinon vous siégez au Conseil permanent de concertation. La dernière fois, vous y étiez, après vos cris. On a vu l'Alliance Ensemble également faire une sortie à travers une conférence de presse, faire des dénonciations, des propositions. Et le cadre de concertation a été convoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement a entendu vos cris? Vous savez, depuis la concertation nationale entre acteurs politiques, les débats ne sont pas du tout faciles. Mais on a toujours un dénominateur commun sur lequel tout le monde se met d'accord. Est-ce que c'est vrai que les débats ne sont pas faciles? On ne vous entend pas comme souvent? Vous savez, en diplomatie, lorsque les chefs d'État ou bien les ministres se retrouvent dans une réunion, tout ce que les ministres disent après la réunion, ce n'est pas ce qui s'est passé dans la salle. Des fois, c'est houleux, mais on donne ce qu'il faut donner au peuple et à la population. Donc, ce que nous faisons, c'est que dans la salle, les débats sont vraiment houleux, puisque nous nous préparons en amont. Certains partis se préparent en amont avant de venir à la rencontre du cadre permanent de concertation. Est-ce que pour dire que vous changez, vous avez changé aujourd'hui de stratégie? Parce qu'avant, dès que vous vous retrouvez, on tempête sur les réseaux, sur les médias. Vous savez, nous devons tirer le leçon de tout ce qui s'est passé, du passé. Nous devons tirer le leçon. Et j'ai vu que dès qu'on est sorti, il y a beaucoup de débats sur les radios, comme on le faisait au moment de la concertation également. Donc, ce qui est nécessaire, c'est le point commun que nous avons retenu, qui est nécessaire à servir alors au peuple. Ce n'est pas ce que chacun propose dans ce cadre-là, parce que nous sommes dans le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est de discuter d'un sujet et d'avoir un résultat sur le consensus. C'est ça le dialogue, à vrai dire. Ce n'est pas moi, je viens au dialogue et je dépose sur la table mes revendications, le patron vient sur la table les revendications et chacun se braque. Non. C'est dans les échanges, dans les discussions régulières qu'on tire le dénominateur commun et on y va. Est-ce que tout va bien dans cette concertation? Dire que tout va bien, ça c'est la perfection du monde. La perfection n'existe pas dans ce monde. Oui, parce qu'il y a des partis qui ont refusé de s'associer. Le peuple également a semblé dire être fatigué des regroupements ou bien des dialogues entre l'opposition et le pouvoir. C'est pourquoi je pose la question. Il n'y a que deux voies pour aller au pouvoir. Et le Togo a choisi une seule voie, la voie du dialogue. Donc, la deuxième voie, c'est laquelle? La deuxième voie, je mets ça avec point d'interrogation, avec point de suspension. C'est ça. Mais la voie là, c'est que la voie du dialogue que le peuple a choisi, le peuple togolais a choisi. Et vous savez, quand vous allez à une rencontre de ce genre, vous devez vous préparer pour avoir un plan A, un plan B, un plan C. Nos amis de la DMK, à l'époque, aujourd'hui DMP, étaient aussi invités à cette concertation. C'est pas DMK qui est devenu DMP. DMK est là, il y a la DMP. La DMK est là, DMP aujourd'hui, tout le monde sait comment ça s'est passé dans ce pays. Donc, Ricardo, ne tournons pas autour du pot. Disons-nous la vérité, c'est tout. C'est ça. Donc, nos amis de la DMP, comme la CDPA, le NI, le MPDD, le DSA, étaient tous évités. Oui, pourquoi? Parce que les critères que nous avons définis ensemble, avant de convoquer cette réunion de discussion, c'est que le parti doit participer au moins à une des 3 dernières élections. À une des 3 dernières élections. Donc, c'est le critère peut-être le plus facile qu'on a trouvé. Le critère le plus facile. Les 3 dernières élections, les législatives, les locales et la présidentielle. Si tu n'es pas dans ces critères, tu ne viens pas. C'est ça le problème. Donc, tous ceux qui ont répondu à ces critères ont été invités. Maintenant, comme on le dit chez nous, lorsque vous amenez un âne à la rivière, ne l'obligez pas à boire. S'il veut boire, il va boire. S'il ne veut pas boire, il ne va pas boire. Malgré tout ce que vous allez lui faire, il va boire, c'est ça. Alors, vous avez cité DSA, qui n'est pas aujourd'hui présent dans cette concertation, Dr Tingyo.
Apparemment, vous empruntez la deuxième voie, puisque il a semblé dire qu'il y a deux voies. Il y a la voie de dialogue. L'autre voie de suspension, c'est la voie de DSA, c'est ça. Vous savez, si vous l'avez dit dans votre intervention, le peuple est fatigué, les gens sont fatigués du politique. Tout dépend de la manière dont le pays est géré. Il n'y a pas une bonne foi, il n'y a pas une bonne volonté du côté du régime. C'est tout à fait normal qu'on ait un cadre de dialogue, de discussion, pour voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions auxquelles les citoyens pourront utiliser ou bien qui pourront bénéficier aux citoyens. Vous voyez, je prends l'exemple du recensement dans la zone 1, le recensement qui a connu un dysfonctionnement, qui n'était pas de la faute de la population. Parfois, c'est les machines qui tombent en panne, il n'y a pas de langue, les bureaux de vote ne s'ouvrent pas, les gens étaient massivement sortis pour se faire recenser. Les gens ont droit à la carte d'électeur parce qu'ils doivent aussi aller exécuter leurs devoirs. Vous vous rappelez, avant les élections de 2018, quand la majorité de la classe politique avait semblé boycotter les élections, c'était la croix et la bannière pour pousser la population à aller se faire recenser. Mais cette fois-ci, où la population était mobilisée, on a vu du côté du régime ce qui s'est passé avec la CENI. Il y a eu des dysfonctionnements. Et le gouvernement même a reconnu cela. La CENI même a reconnu qu'il y avait des problèmes. Le problème a été posé au niveau du CPC. Mais si réellement ce régime avait la bonne volonté de bien faire, on aurait pu régler la question du recensement dans la zone 1. Ça n'a pas été fait. Au niveau du CPC, on aurait pu. Si le cadre est créé pour un dialogue et qu'il y a la bonne volonté, je ne vois pas en quoi, dans ce cadre, un problème qui est réel, qui constitue même une violation du droit du citoyen, on ne peut pas les régler. Nous avons vu certains partis politiques qui ont trouvé que c'est tout à fait normal qu'on ne puisse plus reprendre le recensement dans la zone 1. Est-ce que vous trouvez que ça, ce n'est pas une violation d'un droit d'un citoyen? Alors, vous pensez que c'est un cadre de trop? Ce n'est pas un cadre de trop. Le cadre, s'il est créé, c'est pour relever des défis, c'est pour régler des problèmes. Mais il ne s'agit pas de créer un cadre pour créer un cadre, donner l'impression qu'on mobilise les acteurs politiques, qu'on mobilise les gens pour pouvoir discuter. Et lorsque les gens posent de sérieux problèmes pour qu'on trouve des solutions, on fait semblant de ne pas considérer le problème qui est posé. C'est ce qui fait que les gens sont démotivés, les gens sont déçus. Est-ce que c'est ça qui explique votre absence? Il y a un certain nombre de paramètres qui, je ne vais pas tout dévoiler ici, qui expliquent cela. J'ai simplement pris juste un simple exemple. Vous voyez, les partis qui sont au niveau du CPC, ces partis sont allés, comme il a dit, le doyen l'a dit, sur la base de ce critère. Donc ça veut dire que nous pouvions aussi nous retrouver là-bas. Il ne faut pas se retrouver dans un cadre où vous voyez le problème, vous contournez, vous allez vous résolver un autre problème qui n'a même pas d'écho au sein de l'opinion. Donc si le régime crée des cadres et il ne respecte pas les engagements, c'est tout à fait normal que cela démotive les acteurs, beaucoup d'acteurs par rapport à ces gens de cadres. Alors, on a vu les différents accords de ce pays. On a l'impression que votre cadre ne veut pas offrir réellement les attentes des populations, sinon de certains partis politiques. Je voudrais dire que le cadre appartient à tout le monde. Ce n'est pas notre cadre, c'est le cadre de tous les hommes politiques du Togo. Mais je voudrais ramener le débat tout à l'heure sur le recensement. À la fin du recensement... Vous allez être bref sur ce sujet? Non, à la fin du recensement, le débat a eu lieu. Certains ont fait croire à la population que ils ont fait des efforts, ils ont fait ceci, mais le gouvernement a refusé. Non, nous avons fait ce débat dans la salle et on l'a mis en suspens. Parce que vous savez que nous sommes en bipartite, je peux dire, sinon même en tripartite, et dans ce cadre-là. Donc, dire qu'on n'en a pas discuté, certains partis ont dit que le recensement est bon. Aucun des partis ne l'a dit. Les partis ont dit que les mêmes problèmes qui se sont posés dans la région 1 se sont posés également dans la région 2 comme dans la région 3.
qu'est-ce qu'il faut faire? C'était le nœud du problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en attendant. Mais j'ai entendu beaucoup de gens dire que certains partis ont refusé. Ça ne crée pas une ambiance, une atmosphère de confiance mutuelle. Parce que les gens ont dit, attention, si on le fait dans la zone 1, pourquoi pas dans la zone 2, pourquoi pas dans la zone 3? Mais en conclusion, vous vous êtes entendu pour ne pas reprendre le recensement, c'est ça? On ne s'est jamais entendu pour ne pas reprendre le recensement. Ça, c'est faux. On ne s'est jamais entendu là-dessus. Alors, il faut dire, est-ce que le pouvoir a refusé? Le pouvoir n'a pas répondu à notre appel là dans la salle. Et je me souviens très bien que nous avons rencontré la CENI qui était composée le jour-là du président, du vice-président, du rapporteur. Et nous en avons discuté. Ce qui a été retenu le jour-là, que nous avons retenu le jour-là, c'est dire que, suivant les normes internationales, le recensement a atteint ses objectifs. Mais nous disons que ce n'est pas encore. Nous n'avons pas atteint ces objectifs. Est-ce que vous voulez nous dire ici que vous espérez toujours... Nous espérons la preuve. Lorsque nous nous sommes rencontrés mercredi dernier, et on a posé 2 sujets sur la table. L'audit du fichier électoral et les préparatifs pour le début de scrutin qui va arriver. Mais unanimement, les partis ont reconnu que nous avons un document sur l'audit qui est une statistique des chiffres, mais on n'a pas vu les recommandations. Et on a dit, nous voulons voir les recommandations faites par l'OIF avant de nous pencher sur ce dossier-là, parce que ce n'est pas encore terminé. L'OIF dit que le fichier est bon pour les élections. Le fichier est suffisamment bon. Dans un audit, comme beaucoup le croient, aucun auditeur ne vous dira que vous avez fait quelque chose à 100%, qui est bon. Ils font toujours des recommandations. Maintenant, nous voulons lire les recommandations et remonter le travail pour dire, attention, si tel est le cas, mais qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? Oui, là, je voudrais intervenir pour encore montrer une fois la mauvaise foi de ce régime qui crée des cadres, qui met les acteurs en difficulté et les expose à la population. Vous voulez faire l'audit du fichier. Nous avons des techniciens nationaux. Est-ce qu'on a forcément besoin, il y a l'audit interne, l'audit externe, est-ce qu'on a forcément besoin d'aller chercher des experts à l'international pour venir auditer? Il y a un cadre de discussion CPC. Vous posez le problème. Nous voulons auditer le fichier électoral. Bon, comment nous le faisons? Les gens vont apporter leur idée. Chaque acteur pourra peut-être apporter un de ses techniciens pour aller vérifier ce fichier-là. Un audit, c'est un coût. Bien sûr, c'est un coût. C'est un coût. C'est pour ça que le cadre est là pour discuter, pour faire en sorte que tous les acteurs qui sont concernés par la course, que ces acteurs-là se prononcent sur la manière dont l'audit doit se faire. Comment l'appel a été fait? Est-ce qu'on a attribué le marché à l'OIF comme ça? Ou bien c'est un appel à candidature qui a été lancé que les gens ont postulé? Tout ça, là, ça doit se discuter au niveau du cadre. Et maintenant, pour la fiabilité de ce fichier, il faut faire en sorte que tous les participants à cette course-là puissent avoir leur œil, leur regard dans ce fichier-là. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'auditer le fichier, après vous présenter les recommandations, bien les résultats de l'audit aux autres dans un cadre, pour leur dire, bon, voilà, on a audité, le fichier est suffisamment bon pour les élections. Alors que vous savez très bien que tout n'a pas été bon, parce que depuis le démarrage du recensement, on a vu les dysfonctionnements. Le doyen dit, les gens ont soulevé que non, si on devait reprendre dans la zone 1, autant reprendre dans la zone 2 et 3. Non. Ce qui s'est passé dans la zone, les gens sont suffisamment sortis, il y avait même plus de monde. Moi, j'ai fait le nord, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais dans la zone sud ici, vraiment, c'était pitoyable. Les gens avaient besoin de leur carte d'électeur. Parce que vous savez aujourd'hui, les cartes d'électeurs là ont plus de valeur, ont tendance à avoir plus de valeur que la carte d'identité. Les gens l'utilisent pour aller faire des prêts dans les microfinances et beaucoup d'autres choses. Et vous savez que si ce gouvernement-là avait la bonne volonté de faire en sorte que le fichier soit bon, nous faisons des cartes d'identité. Alors on va tout aller sur ce terrain-là. On va tourner la page. Non, il faut. Mais je voudrais comprendre une chose. Il faut dire une chose. Est-ce que vous n'étiez pas associé à l'audit du fichier? Il faut dire une chose. Je regrette que nos amis de DSA n'étaient pas dans la salle. C'est nous, même parti d'opposition, d'ailleurs extra-parlementaire,
qui avait posé le problème de l'audit externe par la CENI. Si j'ai les documents ici, le point 10 des recommandations de la CNAB dit clairement que la nouvelle CENI qui va se mettre en place ne fera pas une révision, mais un recensement en bonne et due forme et doit faire auditer le fichier. Maintenant, c'est vrai que sur les jeux de mots, on peut être pris. Nous n'avons pas eu à l'expérience le jour-là, peut-être pour dire, nous n'avons pas eu souvenance de dire que, il faut nous associer à ça immédiatement. Or, si nous demandons à la CENI de procéder à l'audit, moi, là où j'ai été très dur envers la CENI, c'est à nos amis de l'opposition extra-parlementaire, conformément à l'article 12 du Code électoral, qui devaient nous informer que, ce que vous avez dit, l'OIF va bientôt arriver. Parce que dans la salle de la CENI, oui, parce que dans la salle, avant notre séparation, le ministre d'État, Doha Bokessi, a bien dit qu'ils ont écrit à l'OIF pour un audit externe. C'est ça. Donc vous accusez vos collègues de l'opposition. Moi, j'accuse et je continue d'accuser l'opposition extra-parlementaire. Ils le savaient tous, les trois qui nous représentent le savaient tous. Je suis sûr et certain qu'ils ont fait des rapports à leur parti politique. Mais c'est au parti politique d'informer les autres partis politiques. Est-ce que vous êtes dans le même sens que votre aîné? Mais ici, on n'est pas aîné, on discute. Votre absence vraiment dans le cadre pose un problème. Et je répète encore. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font sans vous. Si le cadre est créé, celui qui crée le cadre sait très bien le jeu auquel il soumet les autres. Il sait très bien qu'il va prendre des dispositions. Il va mettre les gens devant le fait accompli et ils ne pourront absolument rien faire. On n'aura que à s'accuser mutuellement pour n'avoir pas fait ceci, vous, parce que vous n'étiez pas là, qu'on n'a pas pu faire ceci, bon, que vous étiez ici, vous n'avez pas fait ça. Ça, c'est le jeu du régime. C'est la ruse. Le régime a utilisé ce cadre-là pour nous flouer. Dans ce cadre, on aurait pu discuter de beaucoup de points. Regardez le mandat des députés qui prend fin normalement en décembre. Oui, on va y revenir. Le chronogramme, on ne savait pas. Le découpage électoral, ce n'est pas à la veille, à l'approche, au moment où les gens ont essayé de mettre un peu la pression sur le gouvernement concernant les questions politiques, qu'à la dernière minute, le gouvernement dit, bon, ok, venez au niveau du CPC, nous allons discuter de ces points. Rien ne nous garantit que tout ce qui va être discuté là-bas sera pris en compte. C'est juste peut-être du leur, donner l'impression que, bon, ok, on vous a mobilisé, mais à la fin, nous faisons ce que nous voulons. Moi, je voudrais leur accorder le bénéfice du doute pour qu'ils puissent, pour une énième fois, nous prouver qu'ils ont vraiment la bonne foi de faire quelque chose de bien pour ce pays-là. Oui, on a entendu le président du CPC dire que les autres partis qui ne sont pas là peuvent également venir, si je me trompe. Non, les autres partis qui répondent aux critères. Oui, comme DSA aujourd'hui. Comme DSA peut venir à la réunion. On n'empêche personne de venir à la réunion. Non, jusqu'à là, ce n'est pas un problème. Nous allons discuter au niveau de notre état-major. On verra. On en discutera. Je ne pourrai pas tout je vais vous faire une confidence. À chaque fois qu'il y a réunion du CPC, même depuis la CNAB, on invite toujours les amis. Et on met leurs pancartes sur la table. C'est-à-dire les absents. C'est lorsqu'on constate qu'ils sont absents et que les journalistes vont rentrer dans la salle, pour ne pas montrer ces petites pancartes disant qu'ils sont absents, qu'on les enlève. Sinon, tout parti politique qui répond aux critères définis par l'arrêté peut revenir facilement. Personne ne lui empêche, personne ne lui fermera la porte. Non, personne. Nous-mêmes au CPC, on ne peut pas ne pas accepter que celui qui répond aux critères ne vienne pas ce n'est pas un vase clos. Oui, mais votre vis-à-vis démontre en quoi le régime est en train de flouer des acteurs. Chacun fait son analyse, chaque parti fait son analyse, mais ce que je dis
Et je répète, nous sommes des acteurs politiques, nous nous battons pour le bien-être de ce pays, de la population de ce pays, pour le développement harmonieux et inclusif de ce pays. Ce qui se passe, c'est ce que moi je dis. Alors nous allons marquer une pause, nous allons revenir dans la seconde partie pour parler des discussions et les décisions prises dans ce cadre de permanent. Le 17 décembre 2023, vivez la 11e édition de la JNRD, Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Une occasion unique des fils et filles du Togo pour remercier et célébrer Dieu pour sa protection et sa bonté envers la terre de nos aïeux à travers louanges, exaltation et adoration. Tous au stade Omnisport de Lomé ce dimanche 17 décembre 2023 à partir de 14h pour honorer le roi de gloire avec la participation de plusieurs artistes et chorales du Togo. Entrée libre et gratuite. La JNRD 2023, c'est à suivre également sur la TVT et nos réseaux sociaux. JNRD 2023, un événement du Corps de Christ au Togo. Deuxième partie de l'émission Coin de vérité, je reste toujours avec mes invités. Monsieur Akwete Adrien Beleki, président de Convergence Patriotique Panafricaine CPP, membre de l'Alliance, et Monsieur Dr Tindio Richard, qui est le premier vice-président du Parti Les Démocrates Socialistes Africains, DSA, rapporteur du Grand Mouvement Citoyen. Alors, président Beleki, vous étiez présent le jour, je parle de la 12e rencontre du cadre permanent de concertation. Quels ont été les grands sujets sur la table? Et avant de nous séparer à la dernière session, on avait proposé 3 sujets. Le foncier, la justice et l'agriculture. Maintenant, compte de la réalité aujourd'hui du terrain, le ministre a proposé 2 sujets. L'audit du fichier électoral et les préparatifs du double scrutin. C'est les 2 points, comme je l'ai dit au début. Et le premier point, l'audit du fichier électoral, a fait l'objet de débats. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas les recommandations dans le document qu'on nous a fourni. Et on a demandé au ministre de tout faire pour avoir les éléments nécessaires de ces recommandations, toutes les recommandations, et nous permettre d'en discuter. Parce que nous ne pouvons pas discuter d'un audit, d'un fichier, sans avoir les recommandations qui ont été faites. Parce que nous savons très bien que 90% des recensés ont été faits par témoignage. Ça, on le sait. À travers nos amis qui sont à la CENI. Mais maintenant, quand on a renvoyé ce problème, ce sujet pour la semaine prochaine, mardi prochain, on a attaqué les préparatifs du double scrutin. Et on a pris en premier point le découpage électoral. Le découpage électoral. Nos amis du GMC ont fait des propositions. Alliance Ensemble a aussi fait des propositions. D'autres aussi ont fait des propositions. Jusqu'à l'heure, nous parlons, nous sommes toujours au niveau des propositions. Aucune décision n'a été arrêtée pour le moment. Vous parlez des propositions. Des propositions. Sur le découpage électoral. Le découpage électoral. Oui. Est-ce qu'on peut connaître vos propositions? Pour Alliance Ensemble, il est dit qu'il faut maintenant redécouper. Première chose, que les nouvelles préfectures, comme celle d'Aguanivé, Lac-Bamono, Mo, tout ça là, se détachent de ces grands ensembles. Et que cette préfecture soit autonome. Et que nous avons proposé que désormais, comme nous avons déjà fait l'expérience de la décentralisation avec les mairies, que la commune, que chaque commune soit dotée d'un député. Chaque commune soit dotée de députés mais que la circonscription électorale soit la préfecture. Comme avant. Comme avant. On n'a pas dit que la commune devient la circonscription électorale. La préfecture est toujours la circonscription électorale et la commune propose. Cela veut dire que s'il y a dans une préfecture 4 mairies, il y aura 4 députés. C'est-à-dire si on a Par 4 contre, communes, oui, les 4 communes auront un député. Par contre, il faut tenir compte aussi de la démographie. Parce que quand nous sommes à Lomé, le Golfe a 1 200 000 quelque chose à 1000 habitants.
à Guanivé a 800 quelque chose 1000 habitants, on a tenu compte de cette pondération pour voir si on doit augmenter encore pour les mairies qui ont 19, 23 conseillers. Voilà les propositions qu'on a eu à faire la fois passée. On a eu à discuter, on n'a rien arrêté sur ce sujet. Nos amis de GMC ont fait 4 à 5 propositions. Ils sont là. C'est ça. Il va le dire. 4 à 5 propositions. Donc, le débat est toujours ouvert jusqu'aujourd'hui. Par contre, ce que nous attendons sur les réseaux sociaux, sur les médias, ce n'est pas ça. C'est pourquoi on vous a invité. Oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes surpris que dans ce genre de situation, quand on vient dans la salle et qu'on dise qu'on va aller revenir pour ces propositions, nous sommes surpris. Parce qu'on savait déjà, quand on parle des préparatifs du double scrutin, on savait déjà qu'il y aurait des problèmes de découpage. On savait déjà qu'il y aurait des problèmes des institutions qui ont droit de citer sur les élections. La CENI et la Cour constitutionnelle, la HAC. Donc, ces institutions aujourd'hui ont déjà dépassé leur mandat. Il faut à tout prix rétablir le mandat de ces institutions pour qu'on puisse travailler dans la sérénité. Alors, voilà ce que... Quelle a été la réaction de vos collègues de l'opposition à vos propositions? Non. De toute façon, c'est des propositions qui ont été faites. Chaque parti a fait ses propositions. Le GMC, ils sont 3, ils ont fait proposition au nom du GMC. Ensemble, nous sommes 2, nous avons fait des propositions au nom de Alliance. D'autres partis aussi ont fait des propositions et on fera la synthèse qu'on nous présentera mardi prochain. Alors, comme nous avons un représentant de GMC, quelles ont été vos propositions pour le découpage électoral et également d'autres sujets? Oui, au niveau du GMC, avant que nous fassions des propositions, le GMC a eu à faire des tours, à rencontrer un certain nombre d'acteurs politiques, notamment Alliance, le regroupement Alliance. Nous sommes allés voir ceux de l'ANC, DMP, ADI, pour pouvoir réfléchir sur ces questions, sur la manière dont le processus est en train d'être conduit. Parce que nous avons dit que le GMC n'est pas un regroupement d'alliances politiques pour les élections, n'est pas une alliance électorale, ne s'est pas constitué pour une alliance électorale, mais peut faciliter une alliance entre les partis membres de ce regroupement. Alors, donc, comme c'est un domaine politique qui est d'actualité, nous nous sommes dit, OK, nous avons travaillé et ressorti un document dont nous avons retenu 3 points essentiels. D'abord, la gestion consensuelle de ce processus électoral, le fichier électoral et le découpage. Maintenant, s'agissant du découpage, nous sommes partis d'un diagnostic. Parce que les difficultés auxquelles le régime, où nous tous nous sommes confrontés, c'est parce qu'il y a eu une multiplication de préfectures. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de préfectures. Il y a eu déjà des acquis par rapport aux députés. Vous savez que notre Parlement, nous avons 91 députés. Donc, quand on prend la démographie, certaines préfectures ne méritaient pas, ne devaient pas avoir des députés, compte tenu de la démographie. Si je prends par exemple Meaux, la préfecture de Meaux, à Soli, vous voyez, quand vous voyez la démographie, elle est tellement très petite. Au niveau de Assoli, je crois qu'il doit avoir 2 députés. Oui. 2 députés. Comparé peut-être à une préfecture qui a plus de 200 000 habitants, qui va aussi peut-être se retrouver avec 2 députés. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, nous, on s'est dit, au niveau du GMC, on considère 2 critères, le critère démographique et le critère administratif. Le critère administratif, on se dit, c'est déjà fait, les préfectures sont créées. Il y a déjà des acquis par rapport au nombre de députés. Nous partons sur la base qu'avec le recensement actuel, nous avons on a près de 8 millions d'habitants. Et si nous divisons les 8 millions d'habitants par 117, on prend sur la base de 117, on aura approximativement 69 192 personnes comme le ratio. Maintenant, vu que nous avons déjà
dans une préfecture, on peut se retrouver avec 2 députés. En faisant les 69 000 et quelques fois 2, on a 138 000 comme base. Donc, on suppose que pour avoir 2 députés dans une préfecture, on doit avoir 138 000 habitants. Donc, sur cette base, on a essayé de faire une certaine répartition pour permettre à ce que certaines préfectures qui étaient en temps couplées, par exemple la Anié et Ogou, qui étaient couplées, ils avaient 4 députés, qu'on puisse détacher Anié, parce que Anié aussi c'est devenu une préfecture, Ogou c'est une préfecture, que Anié puisse avoir ses députés et Ogou ait aussi ses députés. Donc sur cette base-là, nous avons fait un travail et on s'est dit, avec les partis que nous avons consultés, nous allons les présenter le travail et ensemble on va harmoniser pour avoir un seul point de vue. Comme ça, lorsqu'ils seront au niveau du CPC, ils pourront véritablement utiliser ce document comme proposition de répartition des sièges. Si vous prenez par exemple le Grand Lomé avec 10 députés du siège, or nous avons presque 2 millions d'habitants au niveau de Grand Lomé. Comparativement à peut-être la région des Savanes qui est presque à 1 million et quelques, qui va se retrouver avec presque, je crois, 17 ou quelque chose comme ça, députés. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de la région des plateaux, la population aussi est grande. Quand on voit le nombre de députés, c'est élevé. Parce que il y a autant de préfectures. Nous avons presque 12 préfectures au niveau de la région des plateaux. Or, les préfectures, par rapport à leur densité, ça ne correspond pas. Donc, on a essayé de faire un travail qui permettra aux acteurs politiques de voir dans quelle mesure ils pourront harmoniser pour au moins prendre une base. On pourra peut-être considérer 138 000. Maintenant, que vous ayez atteint les 138 000 ou pas, on se dit par exemple, quand on prend de 1 à 138 000, on a 2 sièges. On considère que si une préfecture se retrouve dans l'intervalle de 1 à 138 000, cette préfecture aura 2 sièges. Maintenant, au-delà, vous avez 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors, voilà. À vous écouter, ça veut dire que le nombre 91 de députés va encore augmenter. Ça, c'est selon le... ça dépend. Tel que vous l'avez expliqué, en prenant la base comme commune, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous avez dit qu'elles ne sont pas vraies, mais si on est sur la base des communes et tel qu'il a décrit, on va aller à 117 députés. De toute façon, le découpage aboutira toujours à l'augmentation du siège à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas budgétivore? J'ai dit le découpage aboutit. Nous tous qui crions découpage, il faut refaire le découpage, ça aboutira toujours à l'augmentation du nombre de sièges. Oui, c'est la question. Est-ce que vous pensez au budget? De toutes les façons, nous sommes des politiques. Il y a un gouvernement. On verra mardi, lorsque nous allons nous mettre autour de la table pour discuter, ce que le gouvernement dira à propos. Et au moins, il y a des propositions pour pouvoir discuter. Maintenant, mon frère Richard vient de dire que vous avez pris 2 critères. Nous avons ajouté un 3e critère, le critère de solidarité entre les peuples. Là où il y a à peu près 10 000, 15 000, 20 000 habitants qui n'atteignent pas les 138 000, comme il le dit, que chacun y trouve sa part. Parce que vous savez que tout acte politique engendre toujours des difficultés. C'est pour cela que nous avons pris comme base les communes, tout en sachant que dans les communes, nous avons des fois une démographie forte, faible, selon les cas. C'est pour cela que si on prend la base comme commune, on dit, par exemple, là où, et je prends le Golfe, qui a le plus de population, on va voir comment on va augmenter pour que Golfe ne soit pas lésé par rapport aux autres préfectures. Voilà les débats, les propositions qu'on a eu à faire. Certains ont pris seulement 117 communes pour commencer par crier sur les antennes. Alors, non. Je vais reposer la même question à Dr Tindio sur la question du budget. On a entendu les membres qui sont de votre regroupement dire, au lieu d'aller aux élections régionales, puisque ces élections, beaucoup ont pensé que ces élections régionales sont budgétivores, il faut financer pour les développements, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la question du découpage semble augmenter de façon exorbitante le nombre de députés. Est-ce que vous avez essayé de gymnastiquer là-dessus?
Oui, vous savez, c'est le gouvernement qui s'est mis dans cette situation. Les élections locales, nous venons de finir les élections locales. Ils vont chercher les moyens pour préparer bientôt, après les élections législatives, ils vont préparer les élections locales. Il y a les présidentielles, les régionales. Vous voyez, on a presque 4 élections. En un an presque. En 2024... Peut-être 5, parce qu'il y aura des élections indirectes pour le Sénat. Voilà. En 2024, on aura régional et législative. En 2025, on a les présidentielles. En 2026, les locales. Ça fait déjà 4 élections. Vous voyez? Bon, nous, au niveau du GMC, on s'est dit, avec cette proposition, c'est au gouvernement de voir. On pourra peut-être le faire en 2 temps. On pourra le faire, les 117 là, on pourra le faire en 2 temps. Pour les prochaines élections, qu'on prenne un nombre et qu'aux prochaines élections, après les 5 ans ou les 6 ans, qu'on complète progressivement compte tenu du budget qui va coûter. Parce qu'il y a les communes qui sont là-bas qui coûtent énormément. Les députés aussi vont coûter, les régionales. Les régionales, on aurait même pu au moins surseoir les élections régionales là et s'occuper d'abord des élections législatives et présidentielles. Et après, on aura le temps de mieux se préparer avec les élections régionales. Maintenant, on veut faire les 4 élections. Où est-ce que nous allons trouver les moyens? Sachant pertinemment que les populations souffrent. Les gens ont du mal à manger 2 ou 3 fois par jour. Les gens ont du mal à se faire soigner. Les routes sont dégradées. Les écoles sont là avec de sérieux problèmes. Le chômage endémique, ça, on n'en parle pas. Comment le gouvernement peut faire face à tous ces enjeux-là? Au même moment, il y a l'enjeu politique qui est là. Alors, pour les 4 élections, qu'est-ce que vous proposez? On a entendu les gens parler des élections générales. Est-ce que vous êtes dans cette logique? Les élections générales, comment cela va se faire? On ne va pas se lever du jour au lendemain pour dire on fait les élections générales. Je l'ai dit toujours au début ici, si réellement il y avait la bonne foi de ce régime, le cadre est créé. Vous savez qu'il y a ces défis-là, vous les posez au niveau du cadre, vous discutez, et ensemble, chacun apporte ses idées pour pouvoir relever ces défis. Vous ne le faites pas. À la veille, comme ça, vous posez le problème, mais eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas, sûrement qu'ils ne se retrouvent pas. À moins que vous ayez déjà fait des calculs, avant de se dire, bon, ok, venez dans le cadre, on va discuter, sachant qu'ils ont leur plan B derrière. Alors, on va aller très rapidement, Président. Il était en train de parler des 4 élections qui sont en vue, et par rapport au nombre également des députés qui va augmenter, on va à la charge. Est-ce que vous êtes dans la logique également de ces élections généralisées pour éviter les dépenses? On a entendu beaucoup d'acteurs, notamment Jerry Tama, qui a fait un appel. Vous savez, lors de la concertation nationale entre l'acteur politique, la CNAP, le problème des élections répétées s'est posé. Et je me souviens très bien que c'est l'honorable Jerry Tama qui avait soulevé le problème sur les élections générales en un mois donné. Et on se dit, comment se feront les États pour arriver à des élections? Tout le monde est conscient que les élections sont budgétivores. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une élection, ça fait 18 milliards. Donc, sur ce fait, on y réfléchit. La fois passée, un des membres de la CNAP a reposé encore le problème. Et on s'est dit, faisons en sorte que d'ici 2030, qu'on ait des élections générales une fois pour de bon. Peut-être étalées sur 1, 2, 3 jours. C'est ce qu'on s'était dit. Donc, tout le monde réfléchit à la chose. Mais comment, quelles sont les étapes à franchir? Puisque nous-mêmes, nous avons créé le problème en disant qu'il faut avoir la décentralisation, mais les régionales font partie de la décentralisation. Les régionales font partie de la décentralisation. Dommage que c'est ça. Donc, ce que nous souhaitons... C'est des élections capitales. C'est des élections capitales. Non, à l'heure actuelle, les élections régionales ne devaient pas être une priorité. Non, une priorité. Oui, compte tenu des difficultés financières. Je n'ai pas encore fini. Donc, ce que je dis, ce que nous disons nous tous, c'est qu'il y a des élections régionales, mais étape par étape pour arriver à des élections générales. Personne n'a rejeté les élections générales. Personne. Aucun parti politique n'a rejeté les élections régionales. Vous savez, lorsque je vais faire une confidence également, au moment de la CNAP, des partis ont dit attention, tel que les élections coûtent, ne serait-il pas bon de discuter entre nous pour dire, au lieu de faire des élections
régional pour le moment, qu'on fasse des délégations spéciales pendant 1 ou 2 ans et combiner toutes les élections à un moment donné. La délégation spéciale dans la Pour les régions. Pour les régions. Dans la Donc, tout juste pour 1 an, 2 ans, et arriver alors à faire un package total lors de la présidentielle. Ça fera peut-être 2 ans. Est-ce que ce n'est pas aussi grave parce que nous sommes dans la décentralisation? Non, nous sommes en plein pied dans la décentralisation. Tu sais, tout accord politique est un accord politique. À un moment donné, on juge le bien fondé de la chose pour aller de l'avant. Bon, certains ont refusé, d'autres ont dit, avec délégation qui nous a coûté 30 ans, on ne peut plus le faire. Maintenant, nous sommes face à une réalité. Alors, docteur Tindio, quand vous avez exposé vos sujets à l'ordre du jour au niveau du cadre permanent de concertation, vous également, où se situe le problème des prisonniers politiques? On a vu chaque parti brandir ce problème, mais vous ne l'avez pas soulevé aux discussions. Vous savez, on répète plusieurs fois cette question pour l'apaisement du climat politique dans le pays. Tous les acteurs politiques, que ce soit du GMC, DMP, ANC, Mouvement Alliance, tout le monde en parle. Est-ce que le problème est résolu? Le problème n'est pas résolu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas créer un cadre pour créer un cadre, mais il faut créer un cadre pragmatique. Il faut être réaliste. Le cadre est créé, les gens posent le problème. Libérer les gens, libérer les prisonniers politiques pour montrer déjà la bonne volonté, la bonne volonté politique qu'on veut ancrer dans le pays. Il y a les exilés politiques qui sont là, plein qui sont partis. Beaucoup de nos frères de la diaspora ne peuvent plus revenir dans le pays parce que le pays est risqué. Ceux même qui sont à l'intérieur du pays, nous marchons avec un danger permanent. Du jour au lendemain, on peut décider de ton sort. Non, mais est-ce que ce n'est pas, c'est pas trop? Comment c'est trop? Comment c'est trop? Je prends l'exemple des partis politiques d'opposition. Vous voyez combien de partis politiques d'opposition sont sur le terrain? Combien sont en train d'organiser des meetings de sensibilisation? Au même moment, nous sommes en train de préparer les élections. Le parti Unir est sur le terrain, mobilise la troupe. Mais les autres ne peuvent pas aller sur le terrain communiquer. Comment on peut expliquer? Comment on peut expliquer à la population, on veut organiser les élections législatives et régionales. C'est peut-être la première fois dans le pays. Comment vous allez expliquer à vos militants, à vos sympathisants, voilà pour cette élection-là, comment nous allons procéder? On n'en sait absolument rien. Les gens ne peuvent pas accéder à leurs militants. Quand vous descendez ici, c'est les préfets qui vous empêchent, c'est les chefs cantons qui vous empêchent, c'est tout un arsenal, tout le temps. Vous avez vu la dernière fois, la délégation de DMP, ceux de DMK qui ont été aussi empêchés. Quand FDR, à Tchévier aussi, ils ont été empêchés. Je ne comprends pas pourquoi on veut bien construire ce pays ensemble, mais au même moment, on pose des actes qui montrent que le pays est devenu une paternité d'un groupe, alors que nous sommes appelés à construire ce pays-là ensemble. Alors, Président, au niveau du cadre, est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que le problème est le problème de prisonniers politiques a été posé très sérieusement d'ailleurs lors de la dernière session. Tout à l'heure... Celle-ci? Non, pas celle-ci. Non. Avant celle-ci? Avant celle-ci. Et il a été demandé que à cette session, que le ministre de la Justice vienne nous dire ce qui se passe réellement sur ce dossier. Parce que on ne peut pas traîner des gens en prison pendant des années et au moment du jugement, on se rend compte que ce monsieur ne mérite que 3 ans alors qu'il a déjà fait 5 ans. Le problème a été posé clairement dans la salle. Ça veut dire qu'il y a des cas comme ça? Le problème a été posé clairement dans la salle. Et c'est pour cela qu'on disait dans la salle que pour le prochain tour, il faudra inviter le ministre de la Justice pour qu'on lui pose des questions. Pourquoi ces gens-là dorment toujours en prison sans être jugés? Il y en a qui n'ont pas été jugés. C'est ça le vrai problème. Il y en a qui n'ont pas été jugés. Maintenant, ceux qui n'ont pas été jugés et les dossiers dorment dans les tiroirs, il faudra sortir ce dossier, les juger et maintenant, il faut demander au chef de l'État la grâce. Ça veut dire que finalement, le gouvernement reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques parce qu'on a vu... De toute façon, on a eu ce débat dans la salle et on a demandé au ministre d'État, le ministre Boukpessi, de faire venir. C'est pourquoi j'ai dit... L'ancien ministre de
l'administration territoriale. Oui, de l'ancien ministre de l'administration territoriale, de faire venir 3 personnes. 1, sur le foncier. 2, la justice. Pourquoi aujourd'hui tous ces prisonniers dorment dans les prisons sans être jugés? Et 3, enfin, l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans se plaignent également parce que les terres, avec les agropoles aujourd'hui, les terres sont prises. Bien sûr qu'il y a des choses qui se font. Donc, aucun parti politique ne peut dire qu'il n'est pas secoué par ce problème de prisonniers politiques. Alors, Même le foncier, vous vous rappelez qu'on s'est retrouvé lors d'une rencontre où Madame le Premier ministre avait convoqué les partis politiques pour les questions de sécurité, pour amener les acteurs à contribuer à la lutte contre l'insécurité, contre la montée de ce terrorisme-là. J'ai eu même à soulever ce problème de foncier. Je prends le cas de Dankpen, où un camp militaire qui engloutit presque 3 gros villages. Et ce problème-là, tout ce monde-là, si aujourd'hui on les met out, on les met hors de cette zone, or les gens vivent essentiellement de l'agriculture, on n'a plus un plan B pour les localiser et relocaliser. Comment ces populations-là vont survivre? Est-ce que nous ne sommes pas... Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de suite. Alors, nous supposons donc que pour la deuxième concertation, les sujets seront débattus. De toutes les façons, on ne peut pas échapper à ce sujet-là aujourd'hui. On va clôturer avec notre sujet aujourd'hui. Et tout le monde en parle, tous les partis. Sur le chronogramme des élections, finalement, est-ce que vous avez une idée? De toute façon, le problème a été posé lors de la dernière réunion, qu'il y a des chronogrammes qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous les avons vus également. Voilà. Vous confirmez? Non. C'est le gouvernement qui prend un décret en Conseil des ministres pour donner le chronogramme. Après proposition de la CENI. Après proposition de la CENI. Nous savons que la CENI a fait une proposition avec peut-être un budget, mais ce qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ça le chronogramme que la CENI a proposé, ou bien il y a eu fuite au niveau de la CENI même. Oui, nous avons posé le problème la fois passée au niveau de la concertation. Oui, puisqu'on parle d'élections au plus tard fin mars, avec tous les sujets que vous posez sur le cadre électoral et découpage, est-ce que vous y croyez que tout sera réglé avant? Nous sommes sur un terrain politique, les accords vont avoir une prééminence sur certaines choses en un mois donné. Et les élections régionales, législatives, seront-elles couplées ou non? Si vous m'avez bien suivi, je disais que le deuxième point se rapportait aux préparatifs du double scrutin. Donc cela veut dire que ce sera couplé. Alors, Dr Tidjo, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On a même abusé de notre temps. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est que les Togolais ne se découragent pas. Tant que nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel, il va falloir continuer la lutte. L'appel que peut-être nous pourrons lancer au chef de l'État, c'est lui qui est le chef de l'État, qu'il soit le chef de l'État de tout le monde, que les acteurs politiques, ce que les acteurs politiques réclament, qu'à un moment donné, qu'ils puissent dire, écoutez, moi je veux un pays apaisé, faites tout pour que les élections s'organisent de manière transparente, pour que nous ne nous retrouvions plus dans ce schéma élection, répression, élection, parce que le pays est dans une situation d'insécurité. Nous savons ce qui se passe dans la région des savanes. On ne sait pas comment les gens peuvent se transformer. Parce qu'à un moment donné, quand vous réprimandez des gens, vous utilisez la prison comme une arme pour terroriser, traumatiser la population, les gens à un moment donné vont se radicaliser. La prison ne donnera absolument rien. Et là, ça veut dire que ça serait la fin pour vous. Les gens vont s'exploser. Ce que nous ne souhaiterons pas pour notre pays. Il faut que le pays soit dans un calme total, qu'on ait la paix, et que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Il ne faudrait pas qu'on joue avec les sentiments des Togolais. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, Président, quel sera votre mot de la fin? Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Et je voudrais profiter de votre antenne et de votre studio également pour souhaiter les meilleurs vœux au peuple togolais, tout en disant que c'est un combat que nous menons. Nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas nous démotiver. Nous devons remettre toujours l'ouvrage sur le métier et à un moment donné faire bloc pour que nous puissions arriver alors
à nous satisfaire, à satisfaire nos militants, à satisfaire le peuple togolais. Et bon courage surtout à tous nos militants et à toutes nos militantes. Merci d'être passé dans notre studio. Merci. Merci à vous tous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. Nous étions avec nos deux invités, Dr Richard Tigno, premier vice-président de DSA, et M. Adrien Beleki, président de CPP. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.